Merci à nos amis marseillais d'avoir invité un Parisien à cette après-midi, cette matinée. Mais je suis habitué à venir à Marseille. J'y ai fait beaucoup déjà d'interventions. Et donc je vais partir d'un extrait que je vous lis rapidement de cette assez célèbre déclaration de la Commune de Paris au peuple français, une sorte de déclaration un peu officielle que la Commune de Paris lance le 18 avril, adopte à la quasi-unanimité, moins une voix, l'Assemblée de la Commune de Paris, et qui est une déclaration au peuple français. J'en extrais un passage. Que demande Paris ? La reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. Je rappelle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. L'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de la France et assurant à chacune l'intégralité de ses droits et à tout Français le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur. L'autonomie de la commune n'aura pour limite que le droit d'autonomie égal pour toutes les autres communes adhérentes au contrat dont l'association doit assurer l'unité française. Ce n'est qu'un passage de cette déclaration qui est effectivement signe d'une sorte de ralliement de la Commune de Paris à une proclamation en faveur d'une république fédérale, de ce qu'on appelait à l'époque le fédéralisme, moins au sens du 19e actuel, où on parle du fédéralisme pour l'Europe, mais ça n'a rien à voir au sens du fédéralisme comme on l'employait au 19e siècle, qui renvoyait plutôt à une conception fédérale à l'intérieur de la nation. Donc cette déclaration, elle est souvent un peu méconnue, voire ignorée par l'historiographie ou les mémoires, parce que on insiste très souvent, bien sûr, pour la Commune de Paris, à juste titre, par bien des aspects, par la dimension sociale ou démocratique. Et on ne retient peu cette déclaration en faveur d'une association des communes créant une république fédérée. Pendant longtemps, d'ailleurs, on peut voir, par exemple, pas pour toute l'historiographie marxiste, mais pour une partie de l'historiographie marxiste, on a reproché à cette déclaration une certaine faiblesse sur l'État comme appareil de domination qui n'apparaissait pas dans cette de domination de la bourgeoisie, qui n'apparaissait pas dans ce genre de formulation. Mais d'autres, Jacques Rougerie, dans ses écrits connus sur la Commune de Paris, estimait que cette déclaration de la Commune au peuple français était, je cite, faible, parce que, intellectuellement, écrite par, entre autres, le principal rédacteur, qui s'appelle Pierre Denis, et pas très connu dans la mouvance des gens de la Commune. On retiendra volontiers d'autres noms. Et encore récemment, Quentin de Luermoz, dont les écrits sur la Commune sont parmi les plus intéressants, les plus rénovateurs, estime qu'elle n'est que de circonstance. Voilà. Donc, personnellement, j'y attache plus d'intérêt et d'importance. Et je voudrais d'abord expliquer pourquoi et comment donc, la Commune de Paris a adopté une déclaration donc, fédéraliste. Et ensuite, quels sont les problèmes qu'elle a pu rencontrer, les difficultés qu'elle a pu rencontrer à assumer une telle déclaration. Pour ça, je m'appuierai un peu sur des concepts qui sont venus de la sociologie, qui ont un peu pénétré l'historiographie contemporaine, même si il faut les manier avec une certaine prudence. Et donc, je les utiliserai qu'avec précaution, mais ça permet quand même de classer un peu les choses. Ce sont deux concepts qu'on appelle le fonctionnalisme et l'intentionnalisme, qui ont été beaucoup utilisés pour l'historiographie récente de la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour tout ce qui concerne la politique de Vichy. Donc, je dirais qu'effectivement, pour mon premier point, cette adoption, ce qui peut paraître surprendre, du peuple triomphant pendant un temps de la Révolution parisienne, avec l'idée que Paris est une capitale et que Paris tient à le rester, en tire
une certaine gloire par moment, bien sûr. Donc, ça peut être surprenant. C'est à la convergence donc, de deux phénomènes. D'une part, une sorte de développement d'événements qui sont de type en grande partie fonctionnalisme, de circonstances, et d'éléments beaucoup plus intentionnels, de principes, qui sans doute ne sont pas extrêmement puissants dans le peuple parisien, mais qui sont quand même présents chez nombre de militants et de partisans de la Commune de Paris. Donc d'abord, pourquoi le côté intentionnaliste, le côté presque peut-être de circonstance, c'est qu'au fond, la révolution de la Commune de Paris, c'est une révolution parisienne. C'est une révolution qui se fait à Paris, qui se veut communale, et qui va, par un processus d'avancement en tant que révolution donc, de communes, passer à une révolution fédérale. Je rappelle d'abord, pour commencer, l'importance du siège de Paris. Paris va être isolé, avant même le siège par les Prussiens, va être isolé et enfermé pendant 4 mois. C'est un siège très dur. Et pendant cette période, au fond, Paris, je ne veux pas dire que Paris est indépendant, mais l'État-nation est moins présent. Il y a une faiblesse du pouvoir étatiste. Le gouvernement lui-même quitte Paris pour s'établir en province. Et son représentant principal, Trochu, dont on se moque volontiers à Paris, participe passé du verbe trochoir, donc est relativement faible. Donc on a une situation particulière. Paris veut aussi défendre sa ville. On le voit bien avec les gardes nationaux qui font nombre, l'achat des canons. En même temps, il y a d'énormes difficultés. Paris connaît une situation dramatique. Pendant ces 4 mois, on sait que maintenant, les études démographiques ont montré qu'il y a eu des milliers de morts de froid et de faim pendant ce siège par les Prussiens. Ne sont pas très visibles. Alors il y a tout le côté pittoresque, vous avez tous vu ces trucs, on mangeait des animaux du zoo, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus dramatique. Et les études démographiques récentes ont montré que, notamment pendant les guerres, c'était la population âgée qui était décimée et ce sont des invisibles. Et alors, ces difficultés sociales, cette situation, conduit à des mesures spécifiques à Paris. C'est-à-dire, on ne paye plus ses loyers, il y a un moratoire des loyers. Pour les commerçants, il y a un moratoire des échéances de commerce. Pour le mont-de-piété, eh bien, on reporte, il y avait plus de la moitié des Parisiens qui avaient mis des objets au mont-de-piété. C'est énorme. Et on reporte le dégagement, la vente des objets est reportée, est annulée. Parce qu'on leur laisse une possibilité de reprendre ces objets. Donc vous voyez, il y a toute une série de mesures spécifiques aussi qui sont propres à Paris. Donc tout ceci converge pendant le siège par des exigences et une possibilité en même temps que Paris et son peuple se gouvernent un peu lui-même. Alors partiellement, mais on voit bien les manifestations qui vont avoir lieu pendant la Commune, qu'on a déjà évoquée, celle du 31 octobre. Et c'est très significatif de voir celle qu'on appelle la première affiche rouge, parce qu'elle était imprimée rouge sur une affiche rouge, et qui se termine par une célèbre formule, « Place au peuple, place à la Commune ». Donc, place à la Commune, parce que c'est elle qui va organiser la défense de Paris, c'est elle qui va organiser une défense de Paris en prenant en compte la mobilisation populaire nécessaire. Et l'insurrection parisienne du 18 mars va répondre finalement à ces questions propres à Paris, c'est-à-dire à la règlement d'un après-guerre, d'un après-siège. Puisque Versailles, après l'élection du 8 février, l'Assemblée, ça c'est le côté politique qui va choisir de siéger à Versailles, ce qui est une provocation pour les Parisiens, on l'a dit tout à l'heure, qui ont élu 42 députés républicains sur 43, donc qui sont massivement parisiens, qui sont massivement républicains. C'est une ville qui vote à 80% pour la République. Donc c'est, à côté de cette visée politique, il y a des visées propres à Paris.
l'action de Versailles, c'est maintenant, il va falloir payer les loyers du siège. C'est donc payer plusieurs mois de loyers qui n'ont pas été payés, plus le dernier loyer. C'est impossible pour la masse de la population parisienne qui n'a pas de travail. C'est aussi de décider de remettre en vente les objets du mont-de-piété qui n'ont pas été dégagés. Or, les Parisiens populaires, les classes populaires, n'ont pas les moyens de dégager ces objets. Donc vous avez des mesures, c'est aussi par exemple de ne plus payer la solde des gardes nationaux, qui était un moyen de survivre. Donc ces mesures, vous voyez, sont dans la continuité du siège, c'est la remise en cause de certains acquis du siège, et ça concerne les Parisiens. C'est un sens politique et social, mais local. Et la récupération des canons de la garde nationale, c'est enlever aux Parisiens un de leurs principaux moyens de défense. Donc voilà, il y a toute une logique événementielle qui va aboutir au 18 mars. Ce n'est pas son seul sens, mais un sens, parce qu'il y a un sens très républicain en général, bien entendu, mais aussi un sens proprement parisien, de faire une commune de Paris. C'est ce que le comité central de la Garde nationale, organisation qui s'est fondée un peu avant le 18 mars, le soir du 18 mars, lorsqu'il occupe l'hôtel de ville, c'est une révolution spontanée, hein, mais qui se développe par le comité central de la Garde nationale, à minuit, qu'est-ce qu'il proclame ? Il ne proclame pas la République, il ne proclame pas qu'ils vont aller à Versailles, il proclame que Paris va constituer sa commune et va procéder à des élections dans les jours qui viennent. Donc c'est cet épisode, hein, Paris, ville libre, comme titre le livre de Jacques Rougerie, Paris libre. Donc il y a cette révolution communale qui est un des aspects de cette logique d'événements propres à Paris. Alors je ne développe pas hein, sur ce que signifie ville libre pour les Parisiens à cette époque, mais c'est quelque chose qui est très, très divers après chez les communards. Les communards, ce n'est pas quelque chose d'unanime. Hein. Ça peut aller de ceux qui disent « renonçons à être capitale hein, », mais parfois, dans ce sentiment, c'est « oui, prenons un maximum d'autonomie, nous, Paris », parce que c'est la solution pour ne plus être dominé par les ruraux. Les ruraux votent à droite. Les ruraux votent monarchiste. Nous, on veut la République. La seule solution par notre République, c'est qu'on soit le plus autonome possible du reste de la France, qui vote monarchiste. Ils n'ont pas une très bonne vue des ruraux hein, à Paris, à cette époque. Il faut bien le dire. Pas des grandes villes, mais des ruraux. Donc voilà. L'insurrection va ainsi s'installer à Paris, mais elle va avoir, alors là ça continue, va avoir quand même assez rapidement, d'autant que la guerre civile apparaît à partir du 2-3 avril, que Versailles lance son offensive, va avoir besoin de liens avec le reste de la France. Et on va donc voir, il s'agit de convaincre Paris, et là, que Paris convainque la province, c'est un choix assez complexe parce que Paris va essayer de mettre en valeur deux choses à la fois. On l'a un peu dit, ça a été un peu dit tout à l'heure. Convaincre la France que Paris ne veut pas tout imposer à la France, mais en même temps que Paris ne veut pas quitter la France, que Paris est attaché à la patrie. C'est pas, voilà. Donc c'est un choix assez complexe, mais qui va avancer progressivement. Ça, vous voyez, on a tout un développement comme ça, de circonstances, d'événements. Dans l'histoire, il y a des processus qui sont comme ça. Et alors, en même temps qu'il y a les processus d'événements qui se produisent en histoire, et on peut raconter l'histoire comme ça, d'événement en événement. En même temps, il y a des phénomènes qui se situent dans une autre temporalité, qui est plus longue, et qui va être le poids de ce que j'appelais là tout à l'heure l'intentionnalisme, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il va falloir se reconstituer en une France fédérale qui va être assez partagée par beaucoup de communards. Alors, ça ne signifie pas que tout le monde est pour. Hein. Il y a quelques-uns qui vont y rester réticents, qui vont toujours insister sur la République une et indivisible.
notamment un des journaux partisans de la Commune qui s'appelle le Mot d'ordre, qui est le journal de Rochefort, qui constamment dira attention, il faut conserver l'idée que la France est une république une et indivisible, allons vers le fédéralisme et modérément, alors qu'au contraire, tous ceux qui sont du côté de l'international parisienne en tout cas, des sections parisiennes de l'international, la première internationale, le Cri du peuple par exemple, mais même le Père Duchesne qui est très patriotique, sont tout à fait pour le fédéralisme. Et il y a à Paris aussi beaucoup d'associations d'originaires des départements. Il y a une 50aine d'associations d'originaires des départements qui fonctionnent à Paris pendant la Révolution, pendant la Commune, et on les voit d'ailleurs défendre en général le fédéralisme, en insistant justement, pensant que ça va convaincre la province que Paris ne va pas imposer tous ses choix, ceux qui font peur en particulier, qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Alors du côté intentionnel, bon, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est présent dans le peuple parisien, dans la mobilisation du peuple parisien, mais c'est quand même assez présent. Alors dans des milieux assez divers, certains milieux républicains, par exemple Bellay, lorsqu'il inaugure la Commune, il y a 100 000 personnes devant l'hôtel de ville de Paris le 28 mars, 2 jours après l'élection, une foule immense, et il dit, lors de cette installation, devant le peuple, c'est le doyen, oui, c'est par la liberté complète de la Commune que la République va s'enraciner, c'est nous, qui fait une articulation République, liberté de la Commune. L'affranchissement de la Commune est donc, je le répète, l'affranchissement de la République elle-même. Bellay, qui n'était pas un partisan immédiat du fédéralisme. Il y a toute une série de discours qui expliquent que la République, alors je passe sur ceux, parce que ce serait tout aussi important que la vraie République ne peut être que sociale et démocratique. Mais vous voyez, il y a aussi ce petit discours que la vraie République ne peut être que fédérale, que communale. Mais bien sûr, l'essentiel, et là il faut y revenir, parce qu'il a une forte influence, pas sur tous les Parisiens, mais quand même sur pas mal d'ouvriers et d'engagés, c'est sur Proudhon. Et là, on ne peut pas faire l'impasse de Proudhon et de l'influence du proudhonisme, même s'il a rougi chez beaucoup de gens de l'international, ils ont une vision de Proudhon beaucoup plus rouge. Ils ne sont plus dans l'idée d'un Proudhon qui refusait beaucoup la lutte des classes, etc. Ils ont rougi le proudhonisme des gens comme Varlin ou d'autres. Mais il y a une influence très forte de Proudhon. Et moi, j'aime beaucoup certains textes de Proudhon, beaucoup moins d'autres, mais il y en a un qui est très important, que j'ai lu souvent, qui est, je cite le titre, « Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution », qui est son dernier livre, qui paraît en 1863. Je vous en lis un extrait. « Ce qui fait l'essence et le caractère du contrat fédératif, et sur quoi j'appelle l'attention du lecteur, c'est que dans ce système, les contractants, chefs de famille, ça c'est le côté un peu sexiste, c'est le moins qu'on puisse dire de Proudhon, c'est vraiment une des grandes limites de la pensée de Proudhon, que les contractants, chefs de famille, communes, cantons, provinces ou États, non seulement s'obligent lagmatiquement et commutativement les uns envers les autres, ils se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d'autorité, de propriété qu'ils n'en abandonnent. Les attributions fédérales ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, c'est-à-dire fédérales, c'est-à-dire nationales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et prérogatives de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça, ce n'est pas toujours très clair. Ça veut dire que pour eux, pour Proudhon, c'est une conception où toute association, toute union entre humains ou entre groupements doit s'appuyer sur un contrat égalitaire entre ceux qui contractent. Ça, c'est une vieille idée de Rousseau. Là aussi, il y a une influence de Rousseau, mais je ne peux pas y revenir, du contrat social. Mais surtout que dans tous ces groupements, l'échelon supérieur ou centralisateur doit avoir moins de pouvoir que l'échelon inférieur, qui ne doit déléguer d'autorité
à l'échelon supérieur que le strict indispensable, le strict minimum pour éviter toute domination. Voilà, ça c'est fondamental pour Proudhon. Hein. Le bas doit conserver le plus de pouvoir possible sur le haut. Alors ça ne concerne pas que la République fédérale, c'est aussi l'individu doit primer sur la commune, sur le pouvoir de la commune. La commune doit avoir plus de pouvoir que l'État-nation. Et la nation, dans cette structure-là, d'ailleurs, devrait avoir plus de pouvoir qu'un État européen. Voilà. Il s'agit qu'à tous les niveaux, les dominations sur le petit soient le moins importantes possible. Et ça, c'est une conception qui est très présente chez beaucoup de communards, encore en 1871. D'ailleurs, la fédération, le mot même de fédération, devient un mot-clé. Hein. La garde nationale de Paris elle-même s'appelle Fédération de la garde nationale. Et les communards à l'époque, ils ne s'appellent pas les communards ni les communaux. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les fédérés. C'est le vrai mot, on devrait parler des communards. À l'époque, on ne dit pas les communards, on ne dit pas les communeux. Ça, c'est des inventions postérieures, parfois même opposées à la commune. Mais on dit les fédérés. Et le père Duchesne, par exemple, écrit le 3 mai la grande devise de notre Révolution. Liberté, égalité, fraternité, fédération. Donc, voilà, il y a en profondeur aussi ce mouvement qui veut laisser à l'échelon inférieur le plus de pouvoir possible et en abonder le moins à l'échelon supérieur pour éviter la domination. Et pour Proudhon, c'est ça l'équilibre. C'est-à-dire qu'une république ne peut être équilibrée, et toute instance ne peut être équilibrée que si le central a le moins de pouvoir possible. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'associer, hein, mais ça se fait par un contrat équilibré entre ceux qui s'associent, et ça doit laisser le moins de pouvoir à l'organisation qui centralise. Donc vous voyez, c'est ça que je voulais dire, fondamentalement, il y a une convergence dans la Commune de Paris à ce moment-là entre un mouvement politique de circonstances particulièrement, hein, et ce sentiment fédéraliste qui n'est pas présent dans la masse du peuple. Il y a des masses de communards du peuple, ils se battent d'abord pour la sociale, si vous voulez, hein, pour simplifier. Hein, ce n'est pas présent tous. Mais c'est suffisamment présent pour que cette déclaration soit votée à la quasi-unanimité, y compris par une majorité de gens qu'on classe comme jacobins. Mais jacobins, c'est aussi plus complexe qu'on croit. Hein. Les jacobins n'étaient pas aussi centralisateurs qu'on le dit. Hein. L'historiographie l'a largement démontré depuis 20 ans. On reste sur une image des jacobins totalement dépassée par rapport aux travaux de tout ce que l'historiographie a montré depuis une vingtaine d'années, l'historiographie de la Révolution française. Mais passons, ce n'est pas mon sujet. Mais en tout cas, il y a même un membre de la commune qui s'est dit... Delescluze, qui avait participé avec Pierre Denis à la rédaction du texte, qui est une des grandes figures de la commune, et qui était le modèle du jacobin, il dit, vous voyez, regardez, c'est le jacobinisme enterré par un de ses plus grands partisans. Mais on voit bien comment ça se passe et ça s'est développé. Donc les communards ont proposé au peuple français une république fédérale et une association de communes pour reconstituer la France. Alors, ce n'est pas sans poser et des incertitudes et des débats sur un certain nombre de points. Alors, je passe sur les débats, parce que là, la commune n'a pas le temps de les faire, sur les niveaux d'échelle. Par exemple, il y en a qui disent, oui, mais on ne peut pas faire la France une association de communes avec Paris et son 1 800 000 habitants égale telle commune qui a 50 habitants. C'est un peu saugrenu, qu'est-ce que vous voulez aller faire Donc, il faut peut-être une association de cantons, une association de régions. Voilà, il y a quelques débats qu'on n'a pas le temps de faire pendant la commune, mais qu'on voit émerger. En processus révolutionnaire comme la commune, on n'a pas le temps de pousser des débats comme ça. Mais on les sent, mais ce n'est pas ça. Par contre, il y a un certain nombre de débats qui vont venir sur quelle subsidiarité, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, quelle subsidiarité, quelle responsabilité, quel pouvoir
devront être réservés aux communes, bien sûr pour eux démocratiquement élus. Alors il y a des évidences qui sont indiquées d'ailleurs dans le texte dont je ne vous ai écrit qu'une petite partie, qui est beaucoup plus long que ça, donc tout ce qui ressort de l'administration communale. Donc le contrôle total du budget de la ville, la capacité à décider des impôts, sans que ce soit très précisé s'il parle des impôts locaux ou même d'impôts nationaux qui pourraient être décidés seulement à l'échelon national, à l'échelon communal, qui déciderait ensuite de ce qu'il reverserait à la nation. Ce n'est pas très clair. Bien sûr, tout ce qui est nomination et contrôle des fonctionnaires de la ville, des fonctionnaires municipaux. Alors là, je ne passe pas sur la façon dont ils envisagent de nommer par élection, par révocation, etc. Le cadre de la démocratie communarde, qui est tout à fait passionnante, mais qui n'est pas notre objet. Ensuite, les communes, mais bien sûr Paris, mais aussi les communes, ou au moins les grandes communes qui se fédéreraient avec Paris, doivent avoir seules le contrôle et l'organisation des libertés publiques et le contrôle de la sécurité. Et donc, pour la proclamation de la commune, la police et les forces armées doivent être qui sont présentes dans une ville, doivent être sous le seul contrôle de la commune. Hein? Pas de police nationale dans les communes. Non. Alors là, c'est un peu à front renversé par rapport à souvent ce que la gauche dit actuellement. Hein. Pour la commune, non. Alors là, s'il y a quelque chose qui est dangereux, c'est que l'État-nation contrôle notre police. Surtout pas. C'est des citoyens de la commune qui doivent contrôler leur police. Hein. Pas d'armée nationale présente à Paris, hein, aussi. Pas de conscription nationale. C'est Paris qui enverra, ou les communes enverront s'il y a un appel à la défense nationale, ce que Paris préconise, parce que Paris est patriote, hein, bien sûr, la révolution communale de Paris est patriotique aussi, qui fixerait les contingents qu'ils enverraient. La seule force nationale que les communes doivent accepter, c'est la garde nationale, c'est-à-dire le peuple armé, qui fait sa police. La police, c'est le peuple armé pour les communards. Donc voilà, organisation des libertés publiques, sécurité, c'est du ressort des communes, et ça n'est pas lâché à l'État-nation. Autre élément, alors l'enseignement est du ressort des communes, dans la déclaration de la commune, et la magistrature. Mais ils disent la magistrature sans dire la justice, on verra que c'est un peu plus complexe. En fait, il y a beaucoup de débats à partir de ça, y compris pendant la Commune de Paris. Je vais prendre par exemple l'enseignement. La Commune de Paris a effectivement, vous le savez, c'est un de ses grands décrets, celui du 2 avril, un des premiers décrets qu'elle prend, c'est le décret de séparation de l'Église et de l'État, plus de 30 ans avant que notre Troisième République le fasse. Et de cette séparation de l'Église et de l'État découle la laïcisation progressive, mais à la fin de la Commune quasiment générale, de toutes les écoles publiques, de toutes les écoles communales, puis la gratuité et l'obligation de l'école à Paris. Alors il y a un premier débat qui vient. Alors il y a un premier débat lors même de la déclaration, et par exemple le français, qui était pourtant un fédéraliste, était un membre de l'Association internationale des travailleurs, estime qu'on aurait dû dans la déclaration préciser l'enseignement primaire seulement. Parce que, dit-il, l'enseignement secondaire et supérieur doit, lui, être du ressort de la nation. Ah oui, premier débat. Cette passion dans la commune, c'est que c'est toujours des débats qui sont actuels. Hein. Donc, premier débat et proposition refusée. Parce que malgré tout, toujours un peu en tête que la Commune de Paris, c'est le gouvernement de la France aussi. Hein. Alors, c'est très compliqué dans leur tête par moment. Donc voilà, ça, c'est proposition refusée. Et on met enseignement sans préciser. Et puis, il y a tout un débat alors, qui va venir en particulier d'un journal qui s'appelle Le Rappel, qui est le journal, en gros, qui défend les positions de Victor Hugo. C'est-à-dire qui est proche de la Commune, mais un peu inquiète de cette insurrection devant les Prussiens, etc., etc. Très républicain avancé. Et alors,
et qu'on retrouve un peu ailleurs, mais particulièrement dans le rappel. Et alors là, on a toute une série d'articles qui suivent la déclaration où on dit, mais non, on ne peut pas laisser aux communes et aux maires la possibilité de choisir l'enseignement primaire qu'ils veulent. Ce serait livrer l'enseignement primaire à vie, sine-die, aux congrégations religieuses, là où les notables sont dominants. Donc ça, il faut que et pas seulement, il y a toujours un côté social, et ce serait aussi, dans ces communes tenues par la bourgeoisie, on n'aidera pas les enfants à aller à l'école. Et que ça, non, là, il faut que la nation l'impose à toutes les communes. Hein. Élie Reclus, qui était pourtant, pas Élysée, mais son frère, Élie Reclus, le célèbre anthropologue nommé conservateur de la Bibliothèque nationale par la Commune de Paris, qui était assez anarchisant, lui-même disait, hein, la décentralisation à l'outrance, ça va aboutir à l'interdiction de l'enseignement laïque. Et il dit aussi, c'est des débats pendant la Commune, hein, il dit aussi, il faut s'entendre nationalement sur un programme. Voilà, on peut pas, chaque commune ne peut pas décider de son programme d'enseignement, même primaire. Donc là, vous voyez le type de questions que cette déclaration d'une république fédérale commence à entraîner en débat dans la Commune de Paris. On a la même chose pour la justice. La magistrature, ça, ils vont tous être unanimes. Les magistrats, il faut que ce soit élu par la commune ou d'éventuels regroupements régionaux. Hein. Élus parce qu'ils pensent que les magistrats doivent être élus et pas nommés. Pour eux, les juges, ça doit être élu et pas nommé. Je peux peut-être des listes d'aptitudes, mais en tout cas élu. Ça, c'est un autre problème. Mais il se pose tout de suite la question, qui arrive dans certains débats, peut-on avoir un droit différent dans chaque commune? Un code civil, un code criminel, qui serait propre à chaque commune ou même à chaque région? Peut-on envisager, parce que certains y pensent à Paris, vous savez cet épisode célèbre où l'on brûle la guillotine devant la mairie du 11e arrondissement, devant la statue de Voltaire, rappelez évidemment l'action de Voltaire devant des condamnations iniques, pouvait-on envisager de supprimer la peine de mort seulement à Paris? Au type de problème, peut-on supprimer la possibilité d'appel en dehors de sa première juridiction géographique? Donc vous voyez, tout ça vient en discussion et n'a pas vraiment d'issue complet. Donc c'est une ouverture qui pose tous ces problèmes, comme souvent dans les décisions que prend la Commune de Paris. Autre problème, Paris, et ça je vous lis l'extrait de cette fameuse déclaration, Paris se réserve, alors ça on ne va pas l'imposer aux communes, ça ne va pas être dans le contrat, mais se réserve d'opérer, comme il l'entendra, chez lui, les réformes économiques susceptibles de créer des institutions destinées à universaliser le pouvoir et la propriété, suivant, etc. Donc, on se réserve d'agir sur les structures économiques, sur les rapports de production, voire même éventuellement sur la propriété. Bon, même si la grande majorité des communards sont attachés à la propriété privée, hein, mais ce n'est pas notre objet de discuter des aspects socio-économiques de la commune. Donc, la question peut se poser. Peut-on faire des réformes de ce type dans une commune ou dans une région? Donc, vous voyez tous les problèmes qui viennent en discussion, qui redoublent d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps d'y évoquer, tous les problèmes de ce qui est la vue économique de la commune, c'est-à-dire la généralisation de l'association ouvrière. Mais je ne peux pas développer ce point-là. Autre problème qui se pose, alors ça qui n'est pas sans question aussi, c'est que si on applique, et là qui va questionner surtout les villes importantes,
si on applique ce principe du fédéralisme à tous les échelons, dans une ville comme Paris, il y a aussi 20 arrondissements. À Marseille, il y a aussi des arrondissements. Et dans beaucoup de grandes villes, il n'y a parfois pas d'arrondissement, il y a au moins des quartiers, des grands quartiers. Ne faut-il pas que ces arrondissements conservent une partie importante du pouvoir par rapport à la municipalité centrale, dans ce principe où l'inférieur doit garder le plus d'échelons possible? Alors, il faut aussi que, dans le contrat urbain, les municipalités d'arrondissement, démocratiquement élues, etc., conservent, ne délèguent à la municipalité centrale que le moins possible. Alors bien sûr, il y a des points communs à une ville qui sont d'évidence, comme on va dire, il y a des points communs à une nation qui sont d'évidence, mais rien n'est si simple. Et alors là, je n'ai pas le temps d'évoquer ça longuement, il y a une masse de problèmes qui sont posés pendant la Commune de Paris. Parce qu'on voit, c'est une révolution, il y a un processus spontané, il y a beaucoup de choses qui se font, et les maires, on ne dit pas maire, hein, parce que les communards sont contre le mot maire. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de président, ni même de président de la commune, hein, parce que président, maire, ça c'est des mots bannis dans l'idée de la démocratie de la commune. Hein, parce que ça signifie qu'il y a un chef. Et pour la commune, il ne peut pas y avoir un chef. C'est un impensé de la commune. Donc il n'y a pas de maire, il n'y a pas de président. Mais il y a des municipalités dans les arrondissements, des collectifs dans les arrondissements, qui vont vouloir agir. Il dit, mais nous, on va agir. On veut nommer nos instituteurs et nos institutrices. C'est à nous de les choisir. Ce n'est pas ni à la nation, ni à la mairie centrale. C'est nous, maires d'arrondissement ou élus d'arrondissement démocratiquement et soutenus par la démocratie communarde locale, qui devons choisir nos institutrices et nos instituteurs. Et alors quand Vaillant, délégué de la commune, arrive et dit « bah non, c'est fini, maintenant c'est moi, Vaillant, délégué à l'enseignement de la commune, qui vais nommer tous les institutrices et les instituteurs, ceux que vous avez nommés là au début d'avril, en pleine révolution, parce que vous avez chassé les sœurs et les frères des congrégations, donc vous avez nommé parce qu'il faut assurer l'école. Donc vous avez nommé à toute vitesse des institutrices et des instituteurs laïcs, mais vous n'avez pas beaucoup vérifié leur diplôme, vous n'avez pas beaucoup vérifié leurs connaissances, vous n'avez pas vérifié leur aptitude, et Vaillant dit « non, maintenant c'est fini. Vous m'envoyez tout ça, je vais valider. » Et c'est ma commission de l'enseignement qui va valider les institutrices et les instituteurs que vous avez nommés dans tel et tel arrondissement. Et sur beaucoup de sujets, vous avez ces problèmes qui se posent. Quel degré d'initiative laisse-t-on aux arrondissements? Voilà. Donc, j'ai fini. J'ai terminé. C'est bien de me le dire. Dernière interrogation, dernière question. Elle vient, je cite un article de Pascal Grousset dans L'Affranchi à Versailles. Voilà ce qu'il écrit le 3 avril, le lendemain de l'attaque de Versailles. Paris a fait sa révolution et il a eu la faiblesse de l'appeler municipal. Le canon d'hier vient à point pour l'arracher à ce rêve malsain. Donc effectivement, est-ce que ce fédéralisme n'avait pas affaibli la Révolution en l'empêchant au lendemain du 18 mars de s'élargir à toute la France, voire de l'imposer à toute la France? Donc vous voyez que, j'ai terminé là, cet appel qui n'est pas du tout secondaire. Pour moi, c'est un texte fondamental de la Commune de Paris. Et il nous pose, autour de la question du fédéralisme, qui est un des aspects de la commune avec le social et la démocratie, des questions extrêmement fondamentales. Je vous remercie.